Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Toujours dans le cadre de l'histoire de Montréal que nous ne connaissons pas, malheureusement, parlons donc d'un personnage, encore une fois, peu recommandable. Il voulait en finir avec nous, lui aussi. Il s'appelle Durham. Portait le titre de Lord. John George Lambton, premier comte de Durham, homme politique et administrateur colonial britannique. Il est l'auteur du rapport Durham, publié à Londres en 1839, après les Patriotes. C'est pour ça qu'il y est venu. Lord Durham s'est fait détester au Canada français pour sa résolution à faire disparaître le Canada français en l'assimilant pour son bien au profit de la culture anglaise. Et pourtant, cet homme-là était un homme éclairé, cultivé, parlait très bien français. Il était réputé pour être l'homme attentif aux problèmes des minorités. Au début, on pensait justement qu'il serait attentif aux nôtres. Mais voilà que notre minorité était trop grosse pour lui. La tentation anti-québécoise de Montréal est encore très vivante aujourd'hui. Elle remonte à Lord Durham. Après l'échec des Patriotes, ce grand seigneur dandy, très cultivé et s'exprimant dans un parfait français, vient faire son tour en ville, se promène au Canada, et sa mission est d'analyser la situation et de suggérer des solutions à la couronne de Londres qui, quoi que l'on puisse dire contre elle, s'illustre par son pragmatisme. Ce noble Anglais pur sang, pur jus, devrais-je dire, immensément riche, qui en impose à la ribambelle de parvenus d'origine irlandaise ou écossaise à Montréal, est très sensible aux minorités. C'est ce qu'on n'a pas compris. Et dans une certaine mesure ouvert aux idées républicaines, donc de Louis-Joseph Papineau et ses patriotes. Mais ce qu'il voit de nos ancêtres ne l'impressionne pas. Depuis la conquête, en France, ce n'est pas la même France qui nous a dominés, nous. Il y a eu la Révolution, il y a eu Napoléon et ses réformes, il y a eu la Restauration. La France a changé, son accent, sa manière de parler aussi. Soudainement, la culture canadienne-française, qui a évolué par elle-même, dans l'étroit carcan de la soumission à l'anglais, jure par contraste avec ce modèle prestigieux de la France moderne. Alors en un mot, il nous dit, avec votre culture française, vous êtes dépassés, vous êtes de la vieille culture de l'époque royaliste. Ironiquement, en détruisant le mouvement républicain des Canadiens, la couronne britannique a contribué à donner à l'Église une plus grande importance politique et identitaire, ce que Durham trouve rétrograde. L'Église est en effet attachée à l'ancien régime français, celui d'avant la Révolution, alors il s'en méfie. Elle est, l'Église, également anti-mercantile. Cette mentalité passéiste choque carrément Lord Durham. On peut comprendre à cette époque, et aujourd'hui on comprend encore mieux. Mais son mépris pour nos aïeux, quand même, n'est pas celui qu'un Anglais ressent pour les Français. Ce genre de racisme bas de gamme serait indigne d'un grand seigneur qui est d'autant plus conscient des qualités de cette culture voisine qui les a assimilés. Non, c'est le mépris d'un riche métropolitain pour un pauvre provincial qui lui semble moins humain, moins digne, idiot, superstitieux. Sa solution, l'assimilation des Québécois. La race anglaise doit absorber la race française. À ce prix, seulement le Canada, qui aura exorcisé son passé de la Nouvelle-France, qui sera converti linguistiquement et spirituellement à l'anglais,
la langue de l'Amérique, pour avoir droit à une plus grande indépendance parlementaire. Durham voit dans Montréal le lieu par excellence de l'assimilation à l'anglais, qu'il s'agit d'accélérer. Ça presse. La couronne va l'écouter en unissant le Haut et le Bas-Canada, c'est-à-dire le Québec et l'Ontario. Et aux yeux des romanciers canadiens-français de l'époque, la ville devient alors un lieu de perdition. C'est un univers qui appartient aux Anglais. L'agressivité est plus palpable à Montréal que dans certaines villes des États-Unis. Non seulement la ville s'est anglicisée par l'immigration depuis 1800, mais politiquement l'assimilation devient un but en soi. Une fierté montréalaise apparaît qui se nourrit perversement, comme Lord Durham, du mépris de la région, des Canadiens français, des habitants. Paradoxe, les francophones montréalais ont acquis l'habitude de se battre pour leur langue, et ils soutiendront la loi 101 plus tard. Les gens de Québec, eux, se gargarisent de bilinguisme, même quand ils baragouinent seulement l'anglais, et ils se complaisent dans les utopies politiques du Canada anglais et des États-Unis qui sont multiculturelles et la pensée libertarienne. L'an dernier, un jeune humoriste talentueux d'origine maghrébine se disait fièrement montréalais, mais pas québécois, mais était bien content d'entrer au Québec parce que sa deuxième langue étant le français, pouvait quand même évoluer au Québec. Mais il était montréalais, pas québécois, parce qu'il a pris contact avec le Montréal anglais. Ce mépris a une longue histoire que nous n'avons pas fini de conjurer. Montréal a plus que jamais tendance à se valoriser en crachant sur le Québec. Lord Durham, ses raisonnements, son mépris sont demeurés, nous les avons intégrés. C'est presque devenu du normal quand surtout c'est propagé par ce qu'on appelle nos élites politiques, si élite il doit y avoir. L'acte d'union, donc, qui consiste à nous assimiler, va arriver en 1840. Il faut quand même dire qu'en 1833, je recule dans le temps, il y a eu un changement de taille chez nous, c'est que la ville aura désormais un maire. Celui-ci n'est cependant pas élu. Il est élu par des propriétaires et par les autorités britanniques. En un mot, c'est un maire en liberté surveillée. N'attendez pas des autorités britanniques qu'elles se montrent exagérément démocratiques. C'est le conseil municipal qui est élu. Ensuite, celui-ci nomme son maire. Le peuple ne vote pas. Le nom du premier maire de Montréal vous dit sans doute quelque chose. Jacques Vigée. Il a son parc, une rue. On se souvient de lui en raison du fameux Square Vigée, donc en son honneur, et qui a longtemps été un lieu champêtre voué à la musique classique en plein air, dans le temps que nous avions de la culture, avant qu'un siècle plus tard, la construction de l'autoroute Ville-Marie ne le réduise à un rectangle de béton hideux mouillé par l'urine des clochards. Mais revenons à Jacques Vigée. Il ne sera maire que 3 ans. Après les émois de la révolte des patriotes, les autorités abolissent son poste. On se méfie de lui parce qu'on le trouve trop proche de Louis-Joseph Papineau. Néanmoins, Montréal a eu son premier maire et y a pris goût. Le poste de maire est rétabli en 1840 avec l'acte d'union. Et au début, les mandats durent 2 ans et il y a alternance entre un francophone et un anglophone. Rapidement, des personnalités colorées et intenses accèdent au poste
En 1849, c'est Édouard-Raymond Fabre, le premier libraire de Montréal, qui connaît donc toute l'intelligentsia canadienne-française. Il connaît les intellectuels, les gens bien, qui fréquentent son commerce. C'est sûr, il vend des livres. En 1852, Charles Wilson, un anglophone, est le premier maire choisi directement par les électeurs. En 1854, Wilfred Nelson, un médecin, l'ancien patriote aux côtés de Papineau, à Saint-Denis-sur-Richelieu, qui a été incarcéré 7 mois à la prison du Pied-du-Courant, accède à la mairie et se préoccupe d'hygiène, de salubrité, d'eau usée et des chômeurs. Les Anglais le voient sous un bon œil et acceptent qu'il soit élu. Il suggère de créer une route faisant le tour du Mont-Royal, ainsi qu'un parc à son sommet. C'est une bonne idée. Les écolos devraient le reconnaître aujourd'hui. C'est lui qui nous a eu ce beau parc du Mont-Royal. Mais les plus colorés restent à venir. Quelques années après l'érection du splendide hôtel de ville de style Beaux-Arts, au coût alors exorbitant de 500 000 $ en 1885, Honoré Beaugrand, ex-militaire qui s'est battu au Mexique, tenez-vous bien, dans la Légion française, journaliste, propriétaire du journal La Patrie et écrivain. Il a en outre publié Le Conte de la Chasse-Galerie. Il devient le 18e maire de Montréal. Cet adversaire du clergé aime si peu l'Église qu'il demandera à se faire enterrer dans le cimetière juif pour éviter la sépulture catholique, ce qui en dit long sur son tempérament un peu particulier. C'est pas pour rien qu'on lui a donné une grande station qui s'appelle Honoré Beaugrand. Il poursuit aussi, ce Beaugrand, l'œuvre de Nelson pour combattre les maladies qui pullulaient. Il y avait beaucoup de contamination dans cette ville à l'époque, et c'étaient les curés, les adversaires de Beaugrand, qui besognaient davantage que les médecins pour soigner souvent les enfants malades. Plus tard, il y aura aussi Camillien Hood, qui fera lui aussi de la prison pour s'être opposé à la conscription. Et Jean Drapeau, qui sera maire durant près de 30 ans et qui nous met sur la carte mondiale. Dès le début, le poste de maire de Montréal devient une fonction politique attirante pour les passionnés de la chose publique. Fonction qui leur procure la possibilité de faire changer les choses tout en restant proche du peuple et en se confrontant aux réalités locales. Pour en revenir au premier maire de Montréal, Jacques Vigée, devinez quel fut son programme pour séduire autant les siens que les Anglais. Développer le port et favoriser le commerce avec l'Angleterre pour rattraper la ville de Québec qui dominait encore le Canada avec son titre de métropole du pays. Donc, comme je le disais au début, 1833 marque un changement de taille à Montréal. La ville aura désormais un maire. Bon, je vous en ai énuméré quelques-uns, mais 1833 marque aussi l'année d'un symbole pour la ville de Montréal. Il ne faut jamais négliger le pouvoir des symboles. Les armoiries de Montréal sont révélatrices du projet de peuplement britannique qui, dès 1833, à l'époque du maire Jacques Vigée, entend minoriser les conquis. La devise de Montréal, Concordia Salut, le salut par la concorde, est un message adressé aux Canadiens français que l'on appelle encore justement les Canadiens ou les Canadiens. Alors, ne vous révoltez pas et tout ira bien. C'est un peu ça qu'on nous dit avec ces armoiries honteuses. Honteuses. Et bien sûr,
Ce n'est pas notre mairie moderne qui aura le courage de changer ça à l'occasion de la fête de la ville. Les vieilles armoiries. L'armoirie actuellement que vous connaissez, Concordia Salut, avait été précédée de vieilles armoiries et qui annonçait symboliquement le projet de minoriser la majorité canadienne-française en faisant un peuple parmi 4, parce que les armoiries contiennent 3 autres références étant comme par hasard anglo-saxons. C'est-à-dire, il y aura la rose britannique, le trèfle irlandais, donc la langue anglaise, et également la fleur écossaise. Tout ça en référence à l'anglais et une seule, le lys pour nous, 3 contre 1. Bien sûr, presque toutes les émeutes violentes du 19e siècle, dont celle qui aboutit à l'incendie du Parlement canadien, sont le fait de militants anglophones zélés. L'emblème de Montréal de 1833 comporte 4 éléments. Comme je disais, la rose pour l'Angleterre, l'équivalent britannique du lys royal français, qui tout d'abord n'apparaît pas à l'écusson des vieilles armoiries, on avait mis un castor. Le chardon, symbole de l'Écosse, le trèfle, celui de l'Irlande, et le castor qui représentait les conquis. Comme vous voyez, j'ai connu justement cette période tellement subalterne de la part de notre peuple qui existe encore, soit dit en passant. Pour avoir grandi à Verdun, je suis familiarisé avec les rivalités ethniques entre Irlandais et Québécois. Jadis, Irlandais et Écossais avaient leur propre langue, qui ont été éclipsées au profit de l'anglais, ils ont été dominés. Cette anglicisation passée semble avoir doté leurs descendants d'un zèle anglicisant sans pareil. Au lieu de nous admirer et de voir qu'après 400 ans, nous, on a résisté à garder notre langue, eux qui avaient une autre langue que l'anglais, ils ont décidé de se ranger avec l'assimilateur. Les Anglais eux-mêmes n'ont jamais été aussi maniaques dans leur goût de l'anglicisation que les affairistes écossais ou irlandais immigrés à Montréal. Un siècle plus tard, en 1933, les armoiries de Montréal seront modifiées. Cette fois, le lys, qui ne représente plus une menace, prend la place du castor. Mais ce n'est qu'une référence parmi 4, une référence francophone parmi les 3 autres anglophones. Quand est-ce qu'on va songer à rafraîchir en ce 375e de Montréal, de rafraîchir ces armoiries pour conjuguer la modernité? Mais la modernité n'est pas assise à l'hôtel de ville où il y a là le plus gros conseil municipal au monde. Toujours en cette période du régime britannique, dans cette série, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, nous avons fait ou tracé aussi les grandes dates du régime français ou de la Nouvelle-France. Et nous aurons un espace également pour l'ère moderne de Montréal. Détail que vous retrouverez plus abondamment avec des photos dans le Montréal 60 événements qui ont marqué l'histoire de Montréal aux éditions du Journal. Le 19 avril 1840, je disais que c'était la période de Lord Durham et la fusion du Québec à l'Ontario, le bas et le Haut-Canada, et nous prenons la dette et nous absorbons la dette du haut, bien sûr, dans un esprit vraiment démocratique, toujours en nous écrasant et en nous minorisant, puisque c'est le but. Il va arriver, en 1840, que Lord Durham il suggère de nous assimiler une fois pour toutes, mais comme on est nombreux les Canadiens français, ben voilà que l'Église va dire à Lord Durham, on accepte votre rapport, mais donnez-nous la responsabilité de l'enseignement. Et c'est là que les Anglais vont se faire jouer un tour. Monseigneur Bourget est un ultramontain, un ultra-conservateur, obscurantiste si on veut. On aurait le goût de le détester, mais on peut l'aimer en même temps parce qu'il va jouer
peut-être inconsciemment, un tour aux Anglais, en ce sens qu'il dit au pouvoir britannique « Laissez-nous l'éducation, faut quand même instruire ça, cette population ignorante. » Il va même ramener les Jésuites à Montréal. C'est quand même tout un coup. Donc, le 19 avril 1840, dans un moment de profond désarroi, les Canadiens français assistent au couronnement d'un grand homme d'État de 41 ans, Ignace Bourget. L'ennemi juré des patriotes, ce dernier ne brandit ni la carabine, ni le carnet de chèques, mais le chapelet. C'est un prélat. Le nouvel évêque du diocèse de Montréal va devenir, à maintes égards, l'homme le plus puissant du pays. Il va métamorphoser la face de la métropole. Pourtant, les Canadiens français ne sont pas encore réputés pour leur dévotion au début du 19e siècle. L'Église a toute la misère du monde à recruter des prêtres et des religieuses. Mais dans un monde dominé et cadenassé par le pouvoir anglais, où l'économie et la politique se font à leurs dépens, les Canadiens français, ils découvrent dans l'Église un État dans l'État dont ils peuvent se rendre les maîtres. Et voilà soudainement que les Canadiens français fracassent tous les records, justement, de participation aux activités catholiques. Les Français ou les Américains de passage à Montréal, dans la deuxième moitié du 19e siècle, n'en croient pas leurs yeux. Il y a tellement d'églises à Montréal. Il y a des églises partout. Pendant le règne de Bourget, l'idéologie ultramontaine, ultraconservatrice, si vous préférez, qui accorde la préséance à l'autorité papale à Rome, fleurit. Les églises poussent comme les fleurs dans le champ au printemps. Certes, le pouvoir anglais protestant se méfie de ce contre-pouvoir aussi riche que puissant. L'historien populaire Léon de Bergeron, anticlérical, voit dans la prise du pouvoir par l'Église une deuxième conquête. Les choses sont plus compliquées. Monseigneur Bourget sait habilement se rendre indispensable à la fois à son peuple, auquel il donne un système d'éducation et un filet de sécurité sociale, tout en protégeant sa langue et en lui offrant des occasions de carrière dans les ordres, et aux conquérants britanniques dont il reconnaît la légitimité en échange de généreuses concessions, telles que les taxes et l'assouplissement de certaines règles, notamment l'acceptation du retour des Jésuites. L'ennemi pour Monseigneur Bourget, c'est moins l'anglais ou même le protestantisme que le républicain et la modernité. Papineau et sa bande. Il déteste Napoléon. Il exècre la Révolution française, il vomit le mercantilisme des États-Unis, etc. Cet ennemi des idées modernes va pourtant fonder des institutions d'éducation dont le Québec profite encore aujourd'hui. Les collèges Jean de Brébeuf et Notre-Dame, par exemple, vont former des élites culturelles dont les petits-enfants feront la Révolution tranquille. De passage à Montréal en 1881, retenez bien ceci, l'écrivain américain Mark Twain est absolument époustouflé par toutes ces églises qui se succèdent partout dans les divers quartiers, chaque paroisse. C'est bien la première fois que je m'arrête dans une ville où l'on ne peut lancer une pierre sans risquer de briser un carreau d'église. Montréal devient alors, dans le jargon populaire, la ville aux 100 clochers. Maintenant que toutes les possibilités sont ouvertes aux Québécois, qui peuvent aspirer au pouvoir et à l'argent, l'Église a perdu son emprise. Mais partout autour de nous, il y a ces églises gigantesques dont on ne sait pas quoi faire, sinon des condominiums. Ignace Bourget, prêtre catholique et évêque de Montréal, donc est là de 1840 à 1876. Il est né dans la paroisse Saint-Joseph à Lauson, à Québec, tout près de Québec, le 30 octobre 1799. Il est le fils de Pierre Bourget, un cultivateur, et de Thérèse Paradis, décédée à Sceaux-au-Récollet, à Montréal-Nord, le 8 juin 1885.
5. Dictionnaire biographique du Canada, Dieu seul sait si l'Église aurait été à ce point puissante au Québec sans un chef de la trempe d'Ignace Bourget, aussi intelligent qu'opiniâtre pour le meilleur et le pire. Alors voilà en fait pour Monseigneur Ignace Bourget, et son grand coup, c'est d'avoir ramené les Jésuites. Ça démontre que chaque époque semble travailler à l'avènement de celle qui lui succédera au profit de l'avenir, sauf bien sûr dans une contrée dominée par un conquérant où le but est de ne pas changer les choses, de rester identique. Alors la conquête anglaise a eu tôt fait de transformer le peuple d'aventuriers indisciplinés que nous étions et de missionnaires exaltés, mais ça va quand même, grâce à Monseigneur Bourget, ramener ces fabricants d'élite que sont les Jésuites. Et dans le Canada français menacé de mort par Lord Durham, la survivance devient une vocation. Nul n'a mieux résumé ce génie de l'obstination à ne pas changer que le journaliste et romancier français Louis Hémon, l'auteur de Maria Chapdelaine. Dans le prochain volet, chers amis, je vous parlerai du massacre des Irlandais, entre autres choses.